Bonjour à tous, voici une vidéo tuto sur le pré-traitement des images provenant d'APN. Alors ce qu'on entend par APN ou appareil numérique, ce sont des appareils comme par exemple un Canon, un Nikon ou un Sony. Et nous allons ici nous intéresser plus particulièrement à un Sony A7 dont nous avons une collection d'images et que nous allons utiliser pour faire la démonstration. Alors dans Prism, on peut piloter directement des APN et la seule famille que l'on peut piloter au 10 mai 2016 va être les APN Canon. Donc si vous avez un APN Canon, vous pouvez récupérer les images directement au format FITS ou CPA et les traiter tout à fait comme si c'était une image CCD. Là, ça va pas être le cas. Donc voici ma série d'images qui est ici. Donc ils sont à peu près, il y a 400 fichiers RW. Donc ce sont des fichiers qui proviennent d'une caméra Sony A7. Et donc nous avons ici les images brutes. Alors nous travaillons avec des images RAW et non pas avec des images JPEG. Ça c'est important. Donc si vous voulez faire l'astronomie et faire plus efficacement les plus belles images, il faut travailler avec des formats RAW. Alors ici nous avons 400 fichiers qui sont dans le même répertoire. La première série jusqu'à 55, ce sont des noirs ou des darks qui ont été réalisés dans l'obscurité et qui ont un temps de pause à peu près égal à celui qui aura été utilisé. Nous allons donc ouvrir une de ces images pour les inspecter. Donc j'en prends une au hasard. Et nous avons ici une image brute des galaxies qui sont dans le Lion, la constellation du Lion. Donc ces trois galaxies qui sont assez connues, donc M65, M66. Et ici un objet NGC juste à côté. Alors les images brutes qui proviennent d'APN sont des images noir et blanc. Mais si on regarde de plus près, on verra que, avec la loupe, on voit que les pixels en fait sont pas tous de même intensité. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur un APN, les images sont des images couleurs, mais sont des images couleurs après un traitement. Et que les images brutes ici sont des images qui sont faites avec un capteur monochrome, mais qui a des pixels qui sont masqués par un filtre rouge, vert et bleu. Alors chaque pixel a son propre filtre devant. Alors évidemment là on ne le voit pas, mais ce qu'on peut faire c'est déjà déterminer quelle est la matrice de filtre qui convient pour avoir une image couleur normale. Alors si vous allez dans le menu imagerie et image brute Bayer vers image couleur, vous avez ici le premier menu avec interpolation bilinéaire. Alors qu'est-ce que fait cette fonction là? Elle va prendre votre image monochrome qui est brute et qui sort de votre APN et va la transformer en une image couleur à 3 plans en interpolant les pixels manquants. Par exemple, les pixels manquants vert, il en manque la moitié, les pixels manquants rouge, il en manque un quart, et les 3/4 pardon, et les pixels bleus, il en manque aussi les 3/4. Donc ce que va faire le logiciel, c'est une interpolation pour reconstruire l'image couleur. Alors dans chaque groupe de pixels 2 par 2, vous avez 4 possibilités, alors ce qu'on appelle les matrices de Bayer. Donc 4 possibilités qui vous offrent à vous. Alors évidemment, vous pourriez deviner quelle est la bonne matrice qui ira bien. Ici, ce que je vais faire des tests et vous montrer que on peut le déterminer une fois pour toutes. Car malheureusement, cette information n'est pas présente dans l'entête des images. Donc il va falloir vous figurer vous-même quelle est la matrice de Bayer qui reconstitue le mieux l'image couleur. Alors ici, je vais essayer le motif numéro 1. Voilà, je clique OK. Et après quelques secondes de calcul, vous voyez ici que l'image résultant de l'image noir et blanc monochrome, vous voyez que l'image est quand même un peu bizarre. Alors si je la regarde en inspectant avec ici les niveaux, je vois ici que les couleurs sont pas les bonnes
Et en plus ici je vois une espèce de motif ici qui est effectivement pas très joli, avec on voit des pixels qui sont séparés. Alors ça peut être des fois pas très évident à voir avec une image stellaire, parce que les objets stellaires du ciel profond sont peu lumineux, et il est parfois difficile de savoir quelle est la bonne matrice. Alors si vraiment vous avez un doute, ce que je vous conseille, c'est de faire une image RAW avec un objectif de focale courte et d'aller photographier quelque chose de connu, comme par exemple votre salon avec des couleurs, et vous allez pouvoir reconstituer les couleurs et voir les couleurs facilement, parce que effectivement c'est éclairé par beaucoup de lumière. Alors ici, juste pour la petite information, ce sont des images qui ont été acquises avec un Sony A7 et une lunette de type télévue de 100 mm ouvert à f5.5, et elles ont été réalisées par Frédéric Tapissier. Ensuite, nous allons essayer un nouveau motif. Alors nous allons essayer cette fois-ci le motif 3, par exemple. Qu'est-ce que donnerait le motif 3? Le motif 3 donne des choses qui sont intéressantes, mais on va dire que c'est pas encore ça. Si on regarde avec la loupe, on voit que les couleurs, cette fois-ci, il n'y a pas de pixels séparés, il n'y a pas de pixels, il n'y a pas de motif, aucun motif, mais les couleurs ne sont pas les bonnes. Bon, nous allons continuer. Essayons cette fois-ci avec un autre motif, le motif 2. L'image résultante est calculée, et là, effectivement, on peut se dire qu'elle a l'air bien verte, c'est peut-être pas la bonne, mais nous allons quand même l'inspecter d'un peu plus près. Alors, l'image a beaucoup de vert, mais si je travaille un peu sur la couche verte pour la faire un peu disparaître, comme ça par exemple, je vois que finalement, dans ce cas-là, la couleur sont à peu près les bonnes. Pourquoi? Parce que regardez, les étoiles sont blanches, donc ça c'est important, et il n'y a pas de motif bizarre dans les galaxies. Alors les galaxies sont un peu verdâtres, ça j'en conviens. Alors ce que je peux faire, c'est ajuster ici le vert pour en faire un peu disparaître. Alors faut voir que un appareil tel que celui-ci n'a pas été défiltré, hein, donc il est plutôt optimisé pour recevoir la lumière visible, donc va être très sensible dans le vert et un petit peu moins dans les autres longueurs d'onde. Mais bon, vous pouvez me croire, cette matrice est bien la bonne, c'est le numéro 2 qu'il faut utiliser. Alors pour vous en convaincre, j'ai quelque part une image faite avec un objectif de focale courte et une image beaucoup plus classique qui va représenter, alors c'est une image artistique que j'ai récupérée sur internet, qui a été fait exactement avec le même appareil numérique. Donc là j'ai l'image brute. Si je vais dans imagerie couleur et que je trouve ici le motif numéro 2, après le calcul, vous allez voir que cette image correspond exactement à la réalité. Alors soit vous pouvez le comparer avec une autre image JPEG existante, ou soit vous le comparez simplement avec la scène que vous avez prise. Donc là il y avait cette espèce de chose qui était bleue, cette chose qui était rouge, et le motif 2 permet bien de restituer les bonnes couleurs. Alors je peux m'amuser juste pour vous montrer, en utilisant un motif qui est cette fois-ci complètement différent. Par exemple, si je prends le motif 1 de matrice de Bayer, vous verrez ici que le motif 1, voilà, fait des choses très bizarres, vous avez des couleurs très bizarres, et en plus, vous avez un motif, vous avez des motifs là, vous voyez, regardez, tout ça, vous avez des motifs pixels, vous voyez très bien. Donc c'est-à-dire que le motif numéro 1 Bayer n'est absolument pas adapté pour rendre cette image correctement. Comme je vous ai dit, malheureusement on ne trouve pas cette information dans l'entête de l'image, donc il faut la trouver soi-même, et le fait de savoir le motif de Bayer qu'on va utiliser est une information qui est complètement définitive. Une fois que vous le savez, il n'y a plus de souci, vous n'avez plus besoin d'y revenir dessus.
Donc une fois ces prérequis réalisés, et une fois la matrice de Bayer trouvée, nous allons nous occuper de réaliser des images maîtres de flat, de noir et de dark, comme l'on fait avec une caméra CCD. Avant de faire cette opération, ce que l'on va faire, on va s'occuper de renommer correctement les images. Alors vous voyez ici que la première série d'images DSC jusqu'à DSC 0055.rw, ce sont des dark. Et ils ont été nommés de cette façon-là par l'appareil numérique. Ensuite, vous voyez ici des flats. Ici, vous avez 29 flats qui ont été réalisés. Alors un flat, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, on vise dans le ciel bleu ou crépuscule du matin avec le même objectif et on fait une pose qui est, alors qui peut être complètement différente de celle de la nuit, mais il faut utiliser le même diaphragme, les mêmes conditions. Donc à quoi ressemble un flat? C'est plus lumineux au centre et c'est moins lumineux au bord, avec ici l'image de quelques poussières qui vont se trouver sur le capteur. Alors vous inquiétez pas, ces poussières vont partir et servent justement à les retirer dans le pré-traitement. Alors si on regarde une image, cette fois-ci de dark, la voici, donc elle a été posée 30 secondes, le même temps de pause que les images individuelles des 3 galaxies du Lion. Et là, on voit beaucoup de... On voit un fond qui ressemble à un offset et puis beaucoup de pixels chauds. Donc tout ce que vous voyez là, tous les points brillants, ce sont des pixels chauds. Alors ce sont des pixels qui ont des petits défauts à l'intérieur et qui génèrent des charges plus élevées que les autres et qui malheureusement nuisent à la qualité de l'image. Et que l'on va pouvoir donc se débarrasser parce qu'ils sont présents sur vos images. Donc on va pouvoir se débarrasser de ces pixels chauds en utilisant un dark maître. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons là, cette fois-ci, un offset. Alors un offset, c'est une pose très courte dans l'obscurité. Et là, nous voyons, alors on voit beaucoup moins de pixels chauds. Donc cela représente le niveau continu du détecteur. Ici, vous avez la moyenne qui est environ à 128. Si vous baladez, regardez en bas. Et là, vous voyez qu'ici, il y a très peu de pixels chauds, parce que le temps de pause a été ici de 0,1 milliseconde. Donc, 0,1 milliseconde, c'est 1/10 millième de seconde. Et là, cela va nous servir pour réaliser le bias maître. Alors, avant de réaliser ces opérations, je dis que les noms d'images tels qu'ils ont été faits ne sont pas très appropriés pour Prism. Prism reconnaît une famille comme étant une famille d'images lorsque vous avez des numéros ici qui se suivent. Alors là c'est le cas. Vous avez moins, mais vous avez cette parenthèse ici. Vous voyez, trio du lion, moins parenthèse 4, moins parenthèse 5. Donc Prism va pas très bien reconnaître ce type de dénomination. Il va faire le nommer trio du lion, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Et pareil aussi pour les offsets. Et pareil ici pour alors les darks c'est pire encore parce que la façon de nommer les darks provient directement du firmware du Sony A7 et la façon dont ça a été nommé n'est pas du tout appropriée pour Prism. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on a une fonction qui va renommer ces fichiers très facilement. Alors c'est juste renommer, on les convertit pas. Donc on va renommer par exemple, on va prendre, alors je ferme ici, je fais fichier et vous allez ici renommer une série d'images par lot. Là, vous attrapez votre lot d'images, ici, DSC 1. Alors, vous gardez la touche majuscule ici enfoncée, et là, vous sélectionnez d'un coup 55 fichiers avec la touche majuscule enfoncée. Donc, vous avez ici les 55 fichiers. Donc, ça, ce sont les 55 fichiers de Dark. Et nous allons les nommer simplement Dark. Et ici, index de départ 1. Alors je fais OK. Voilà, alors c'est très rapide. Qu'est-ce que fait le logiciel si je fais ouvrir? Voilà, si je fais ouvrir, il renomme les images DSC quelque chose, il a nommé en dark -001. Dark -047 par exemple. Donc ça indique à Prism que cette série d'images qui s'appelle dark fait partie d'une même famille. Alors les flats on va faire pareil, on va les renommer aussi parce que flat espace
parenthèse 1, parenthèse .rv, c'est pas vraiment ce que Prism sait bien utiliser, donc on va renommer aussi ces images. Donc renommer une série d'images par lot. On attrape les fichiers. Donc flat ici, jusqu'à là, voilà, 29, voilà. Ok. On donne le nom flat. Voilà, on fait OK. Et là, si on ouvre de nouveau les images, vous voyez, il a nommé flat 0001, flat 029 par exemple. On va faire la même chose pour les offsets. Hop, voilà. Donc offset, ici. Offset 1. Offset, alors, il y en a beaucoup. Bon, 127 offsets, dans ce cas-là, c'est pas nécessaire. Vous auriez eu une trentaine d'offsets, ça suffit largement pour la faire. Alors je fais ouvrir, et ici, je renomme offset. Alors ça pourrait être tarte aux pommes ou tout ce que vous voulez, hein, mais bon, je mets offset ou bias. On va mettre bias pour changer. Voilà, bias. Index de départ 1, je fais OK. Voilà, et là, tous ces fichiers ont été renommés. Ici, vous voyez, bias 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'au bias 127. Ici. Ensuite, je fais la même chose pour les images elles-mêmes. Voilà. Alors, pour les images elles-mêmes, je fais la même opération. Là, je prends 400 images dans le répertoire. Hein. Donc voilà, je prends les 206 images que l'on a fait du 3 galaxies du Lion. Donc je vais l'appeler trio Lion, pareil. Trio Galaxie, par exemple, tiens, pourquoi pas. Voilà, 1, voilà, en dessous. Et là ici, si je fais ouvrir, vous avez ici, voilà, trio Galaxie, moins 001, 02, 03, 04. Et ça, Prism sait parfaitement reconnaître que toutes ces images-là appartiennent à la même famille. Donc ça, c'est une convention. Hein. Dans Prism, vous pouvez appeler un fichier ou une famille de fichiers tarte aux pommes, mais il faudra un tiret, et puis 1, 2, 3, 4, 5. Alors le 00 n'est pas nécessaire, hein, c'est juste pour qu'il y ait plus de lisibilité. Ça pourrait être moins 1, moins 2, moins 3, mais bien le moins ici. Alors le moins, c'est le moins du 6. Hein. Prenez la touche du clavier 6, là, c'est bien celui-là, ou le moins qui est au-dessus du plus. C'est pas le underscore qui est l'espèce de moins qui est en dessous du 8. Sur le clavier, hein, c'est bien le moins en dessous du 6. Mais ça, bon, Prism l'a mis automatiquement. On n'avait qu'à changer le nom ici, et il a renommé automatiquement la série d'images. Donc là, nous avons nos images qui sont prêtes pour le pré-traitement. Alors nous allons d'abord effectuer la création des offsets, des dark ou des noirs et des flat maîtres. Alors pour cela, on fait exactement comme une caméra CCD. Alors vous allez dans traitement, pré-traitement. Ici, premier menu, créer flat dark et offset maître. Voilà. Ici, je coche créer image offset de référence. Et là, je vais attraper le bias 1. Alors, bon, je vais m'arrêter à 50. Hein. 50, ça suffit bien. Ici, 50, voilà. Disons que on fait pas de l'imagerie à filtre étroit, hein, donc c'est du filtre large. Les filtres de couleur devant le capteur d'un APN sont des filtres à bande passante très large. Donc il n'y a pas besoin de faire autant de bias et de dark que nécessiterait l'imagerie CCD à filtre étroit. Donc ici je fais créer noir image de référence ou master. Donc si je clique sur la petite case et là j'attrape le dark 1, allez au dark 47, voilà, je les prends tous. Pareil pour les flats ici. Voilà, je lui dis d'attraper du flat 1 au flat 29. Voilà, là je les ai tous. Alors ne mélangez pas, ne prenez pas un dark avec le flat, hein, ne faites pas ça par exemple. Là vous voyez j'ai pris quelques dark et quelques flats. Ça non, ça il faut pas le faire. Il faut vraiment sélectionner que ce qui est relevant à ce qui est demandé par exemple. Voilà, donc là c'est bon. Donc une fois que j'ai sélectionné tous mes bias, tous mes dark, tous mes flats, je fais OK. Et le calcul est parti. Et va prendre une minute ou deux à peu près. Alors, je reviens sur quelque chose. Vous avez vu que j'ai pris des ARW.
Je n'ai pas pris ni des fits ni des CPA. D'accord? Donc si vous aviez un APN Canon, vous pourriez prendre des CR2 aussi, ou des CRW. Donc cette fonction-là marche avec des images brutes provenant directement d'APN. Il n'y a pas besoin de les transformer en CPA ou en FITS. Alors le traitement continue, là on va passer, on a fait le biasmètre a été réalisé. Donc c'est cette image-là ici, donc on peut la charger pendant qu'il fait le traitement des autres. Vous voyez ici, voilà, une image très jolie, bien propre, bien épurée de toutes les choses cosmétiques qui apparaissent sur une image et qui sont pas sur une autre. Enfin, voilà, on va dire ça, c'est ce qu'on appelle un mètre bias ou mètre offset, comme vous voulez. La même chose pour les dark. Voilà, donc on a un dark mètre qui s'est fait. Je le charge pour voir, et là il passe au flat. Voilà, alors le dark évidemment, il y a tous ces pixels chauds là que l'on voit qui sont très bien visibles, hein, on en voit des milliers et des milliers. Donc tous ces pixels chauds, en fait, si vous faites une pause de 30 secondes dans le ciel profond, eh bien vous vous retrouvez avec tous ces pixels chauds. Moyennant évidemment, ce qui est très important, c'est qu'il faut réaliser les darks à la même température qu'ont été réalisées les images. Si par exemple vous faites des darks de 30 secondes mais à 30 degrés, et que vous faites des images de 30 secondes à 5 degrés la nuit, vous n'allez pas obtenir des résultats très bons. Alors c'est un peu la difficulté des APN, c'est que les APN, il n'y a pas de régulation de température, hein, pas comme une caméra CCD. Donc comme il n'y a pas de régulation de température, vous êtes obligé de faire des darks. Alors vous pouvez vous constituer une bibliothèque de dark, parce que ça vous voulait pas trop. Donc vous pouvez faire une bibliothèque de dark mètre pour à 10 degrés, à 15 degrés, etc. quoi, et les réutiliser en fonction. Alors il y a un message qui apparaît pour dire que l'opération est terminée. Donc il a fait le flat mètre ici. Alors aussi une chose importante, c'est que vous voyez que ces images ne sont pas débayerisées. Elles sont brutes. Donc nous allons prendre le flat qui a été généré, le flat mètre, et l'inspecter et regarder que ces images sont correctes. Alors ça c'est important de les regarder un peu, de voir un peu ce qui s'est passé, voir si tout s'est bien passé. Alors là je regarde, et là je vois quelque chose d'étrange, c'est que je n'ai que deux valeurs ici, c'est une image toute plate et toute uniforme, donc ça c'est pas un bon flat mètre. Donc il s'est passé quelque chose qui va pas très bien. Donc si je regarde un peu, alors je fais exprès dans ce tutoriel de vous montrer des choses qui se passent pas tout le temps très bien, parce qu'on a vite fait de faire des fausses manips, et il y a des fausses manips qui sont intéressantes. Là si je regarde ici les images, je vois ici j'ai 0%, 0%, 100%, 0,0. Donc ça c'est pas normal. Normalement quand il fait une pile médiane de plusieurs flats comme ça, vous avez une opération de pile médiane terminée, il doit picorer un peu des pixels dans toutes les images qu'il trouve. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur ces flats? Alors si je prends par exemple, je vais prendre le flat 1 et le flat 2, je vais charger les deux en même temps. Ah, et qu'est-ce que je vois? Je vois que le flat 2 c'est un flat. Hein, on retrouve la poussière. Alors ça fait ces espèces de, vous voyez là c'est un coup quand on zoome et qu'on dézoome on voit un coup c'est noir, un coup c'est blanc. C'est parce qu'en fait vous avez cette matrice de Bayer là avec ces pixels. Il y a un pixel qui est illuminé, un autre qui est complètement éteint, et donc quand le zoom travaille on voit que il prend un pixel sur deux, et puis de temps en temps, ça vous inquiétez pas, vous avez ici une image noire, mais en fait c'est l'interpolation qui fait ça. Donc là c'est un vrai flat, il n'y a pas de problème, mais ici c'est pas un flat. Ici, c'est un offset ou quelque chose d'autre, ou une image a été faite avec le bouchon. Enfin bon, ça c'est pas un flat. Donc voilà pourquoi ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, c'est servi de la première image comme une image de référence. Il a utilisé cette image qui était fausse pour faire une espèce de recalcul sur les autres. Donc cette image-là, on va la supprimer de la liste et on va recommencer le traitement. On va donc créer le flat mètre. Alors cette fois-ci, on n'a plus besoin de créer le noir de référence, on l'a fait. L'image d'offset de référence, on va la récupérer ici dans mètre bias, puisqu'il a été fait.
lui il a été fait, il est bon, donc on n'a pas besoin de le refaire. Donc c'est pour ça on n'a pas besoin de cocher cette case ici. Le noir de référence ou master, on n'a pas besoin de le faire non plus, ça a bien marché, mais par contre on va refaire les flats de référence ou master cette fois-ci en sélectionnant donc tous les flats sauf le numéro 1. Voilà. Donc du 2 jusqu'au 29, parce que le 1 n'est pas correct. Et là, on recommence l'opération, le calcul se fait. Voilà, l'opération est terminée, ici, je fais OK. Cette fois-ci, je récupère l'image maître de flat pour regarder à quoi elle ressemble. Et là, voilà, vous voyez, regardez, c'est bon. J'ai une image qui est correcte. OK, avec ici, on retrouve les bords, et ici, le centre et les poussières, etc. Alors très important aussi, quand vous faites ces flats, je vous conseille de couper les moteurs de la monture, parce que si vous faites ça en fin de nuit et que vous avez toujours des étoiles sur vos images, les étoiles vont pas être éliminées par la pile médiane ici qui est au-dessus, parce que pour la simple raison, c'est que vous êtes toujours sur la même position, vous suivez les étoiles, donc faut couper le moteur de telle manière à ce que les étoiles passent, et en faisant la médiane ici de ces 30 flats, eh bien les étoiles vont disparaître complètement. Donc il faut couper le moteur de votre monture pendant la réalisation des flats. Ou alors vous pouvez les faire à main levée, de jour, si vous avez un objectif genre un 100 mm ou un 200 mm, et vous visez un coin de ciel bleu ou un coin de ciel uniforme qui est bien blanc, et puis vous baladez comme ça, et il n'y a pas de souci, ça se passera très bien. Donc là ici vous avez un flat mètre qui va aller très bien pour la suite des opérations. Alors cette fois-ci, nous allons procéder maintenant au pré-traitement des images. Donc le pré-traitement consiste à enlever le dark, le noir, l'offset, et additionner toutes ces images ensemble avec un recalage qui tient compte des petits recalages que vous avez d'une image à une autre. Alors vous prenez la fonction, ici vous allez dans traitement, pré-traitement, enlever offset noir et flat sur une série d'images, plus addition. Alors vous avez un raccourci avec CTRL-H, hein, je vous montre là, si je ferme la fenêtre et puis je tape CTRL-H, je tombe directement dessus. Donc choisir les images à traiter. Donc là vous avez les images à traiter. Alors cette fois-ci, les images à traiter, ce sont les images ici de notre objet du ciel profond, à savoir le trio de nos 3 galaxies, M65, N66, et la troisième s'appelle NGC 3320 ou quelque chose comme ça. Pas très d'importance. Donc là nous avons 206 images qui ont été réalisées. Donc 206 images de 30 secondes. Donc ça fait à peu près 103 minutes de temps de pause cumulé, donc à peu près 1h40. Donc on a l'équivalent, ici on va avoir l'équivalent d'1h40 de temps de pause. Donc avec la touche Shift et en bas, voilà, je sélectionne tout ici, et là je fais ouvrir. Alors ce que je pourrais faire aussi, ce qui est très important, c'est que si j'avais par exemple une autre famille d'images qui s'appelle par exemple M51 par exemple, sur M51, -1, -2, -3, -4, vous pourriez aussi les mettre dans cette fenêtre, et vous pouvez traiter des familles d'images qui n'ont rien à voir l'une par rapport à l'autre, tout simplement parce que le logiciel va reconnaître que trio galaxie moins quelque chose, c'est pas la même chose qu'un M51 moins quelque chose. Donc là ici c'est pas le cas, ici j'ai qu'un seul objet, mais si vous aviez un autre objet, vous pourriez faire les mettre dans cette liste et ils seront traités et additionnés proprement, correctement. M51 ne sera pas additionné avec trio galaxie, hein. M51 sera additionné avec les images de M50, les autres images de M51, et pareil pour le trio de galaxie du Lion. Donc voilà, donc là j'ai mis toutes les images. Ensuite, image de calibration ici. Si vous allez par exemple sur votre disque, qui est le disque I chez moi, vous avez effectivement les images brutes qui sont toutes là, même les images brutes de calibration qui sont ici, et puis l'image de votre objet qui est là. Par contre, les images maîtres vont être créées dans un répertoire qui s'appelle image maître ici, et là vous allez trouver votre bias maître, votre dark maître et votre flat maître, qui sont là effectivement dans ce répertoire dédié. Donc vous pouvez les réutiliser à loisir pour d'autres images. Alors notamment les bias et les dark, comme j'ai dit, ça se réutilise très bien. Un bias court quasiment pour toute la vie de l'APN, et un dark, si vous travaillez avec le même temps de pause et la même température, vous pouvez le réutiliser.
D'ailleurs, vous pouvez ici changer le nom des fichiers et dire que c'est un mètre d'arc. Alors, par exemple, c'est un mètre d'arc 30 secondes fait à 13 degrés, par exemple, 13D. Voilà, par exemple. Comme ça, je me souviens facilement quelles étaient les conditions de prise de vue du dark. Alors donc, j'ai choisi le répertoire. Ensuite, je vais choisir l'image d'offset. Voilà, donc l'image bias ici. Ensuite, l'image de noir. Donc ici, mètre d'arc 30 secondes, moins 13D. Et ici, je choisis le flat. Voilà. Donc ça, c'est comme une caméra CCD. C'est exactement pareil. Vous allez faire la même chose. Alors ensuite, si vous allez dans l'onglet cosmétique, vous pourriez faire une détection automatique de pixels chauds. Alors ça, c'est très pratique pour les pixels chauds qui résistent à la soustraction du dark. Alors ça arrive des fois. Et qui vont pouvoir être éliminés grâce à cette fonction. Alors là, on va mettre 20. Donc on va dire que on est à 20 fois, que tout ce qui est à 20 fois au niveau du bruit de fond, admettons que le bruit de fond c'est 3 ADU, 3 fois 20, 60, tout ce qui est au-delà de 60 ADU sera considéré comme un pixel chaud. Alors évidemment, il se sert de l'image de dark pour trouver ces pixels chauds. Alors vous pourriez rien mettre aussi. J'ai fait le test sur cette série d'images, ça apporte pas grand chose, mais bon, par acquis de conscience, laissez-le, c'est toujours utile pour éliminer les pixels chauds qui sont un peu récalcitrants. Alors si vous allez dans l'image couleur APN, et là on va trouver effectivement le motif de Bayer qu'il faut rentrer pour restituer une image couleur, donc d'où l'idée de le savoir, d'où l'idée de la manipulation que j'ai faite au début de ce tutoriel, qui est de savoir quel est le motif que je peux utiliser. Donc là je sais que c'est le motif 2, et ça aussi il n'y a pas de raison que ça change. Si vous prenez un APN est toujours le même et vous faites toujours des images de la même façon, ça va toujours être le motif 2. Par contre, si demain vous changez d'APN et que vous passez par exemple d'un Canon à un Sony ou d'un Sony à un Nikon, le motif peut changer. Donc attention. Alors des fois, entre un Canon par exemple 40D et un 50D, ça va pas trop changer. Entre un 40D et un 1000D, je ne sais pas. Il faut faire de toute façon des essais, comme j'ai fait au début de ce tutoriel, pour en être sûr. Si vous vous trompez ici, l'image résultante va être très décevante. Donc c'est très important. Donc je passe l'onglet du tri, je fais recalage et registration. Donc ici j'ai une image du ciel profond. Donc rechercher le décalage des images avec des étoiles. Donc il va se servir des étoiles pour retrouver quel était le décalage d'une image à une autre. Par contre, bon, si ça échoue, ça peut échouer si les étoiles ont des formes un peu bizarroïdes. Vous pouvez utiliser chercher le décalage des images par intercorrélation. Et là, la seconde case va marcher à tous les coups. Ce sera un peu moins rapide, mais elle trouvera le décalage entre les images à tous les coups. Ensuite, l'algorithme de translation, je prends un algorithme standard. Alors une autre chose qui est intéressante, c'est de restreindre un peu la zone de calcul. Donc au lieu de faire l'extraction des étoiles sur toute l'image qui peut prendre un certain temps, on va juste la limiter sur une zone centrale qui peut être de 512. Alors on va mettre 1024. Donc on va prendre 1024. Donc faire le logiciel, c'est que il prend que les étoiles qui se trouvent dans un carré de 1024 par 1024 pixels pour faire le calcul d'extraction. Alors si vous faites par intercorrélation, chose là, vous voyez ça se grise ici, là très légèrement. Vous voyez, si je passe de là à là, ça se grise un peu, parce qu'en fait, il n'a pas besoin de connaître ces zones, parce qu'il y a un algorithme qui est un peu plus général, mais je vous dis, c'est un peu plus lent par cette méthode-là. Enfin bon, l'une ou l'autre marche aussi bien. Donc on va rester sur le décalage avec les étoiles. Alors aussi, ce qu'on peut faire, c'est tenir compte d'une rotation des images, ici. Alors ça ne marche que si vous faites un recalage avec des étoiles. Alors pourquoi une rotation entre les images? Si votre monture est pas très bien mise en station, vous faites des pauses de 30 secondes, et puis vous allez voir que petit à petit, si vous êtes vraiment pas bien en station, votre image a tendance à tourner. Il y a ce qu'on appelle une rotation de champ. Donc pour compenser cette rotation de champ, Prism a une case à cocher qui va tenir compte de la rotation de champ si elle existe. Voilà. Ensuite, on va dans addition, on va faire ici une addition simple des images ici, donc cette case-là, tout simplement. Voilà. Alors une fois que tout ça est fait, donc j'appuie sur OK et c'est parti.
Alors vous voyez ici une présentation qui est sous forme d'un journal où les événements sont écrits les uns derrière les autres et il vous raconte ce qu'il fait. Et ici vous avez une fenêtre qui est plus synthétique et qui est plus facile à lire, à savoir que par exemple il a pris la première image. Alors oui, quelque chose d'important aussi, c'est que là aussi j'ai mis des images ARW, j'ai pas mis des FITS ni des CPA. Donc cette fonction là peut se nourrir en images d'entrée d'images FIT, CPA, ARW, CR2, NEF, enfin, tout ce que vous voulez. D'accord? Alors voilà, il fait les opérations, donc il a déjà pré-traité la première image, en train de faire la deuxième. Donc là nous avons 200 images hein, dans le lot, donc ça va prendre un certain temps. Et ce que vous voyez ici, c'est que vous voyez ici que le coefficient de dark ici est proche de 1. Alors ça c'est important. Si vous aviez 0 ici, ça veut dire qu'il ne serait pas de dark du tout, donc il y a un problème avec votre dark. En fait, plus vous êtes proche de 1, mieux c'est. Donc ça veut dire que plus vous êtes proche de 1, plus votre dark est adapté à l'image qu'il traite. Donc ça veut dire typiquement votre image de dark a été posée 30 secondes et votre image ici a été aussi posée 30 secondes. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Donc si vous aviez par contre 2, 3, 4, alors 2 ça peut encore passer, enfin entre 1 et 2 ça passe. Au-delà de 2, ça veut dire que votre dark n'est pas bien adapté à votre image. C'est-à-dire que votre dark, par exemple, votre image a été faite à 5 degrés et votre dark a été fait à 10 ou 15 degrés. Donc votre dark est trop chaud comparé à l'image qu'il doit traiter. Bon là nous avons 1,2, donc ce qui est quand même voilà, ce qui est quand même très bon, hein, donc il n'y a pas de souci. Donc ici il vous trouve le décalage, la méthode qu'il utilise pour additionner les images. Donc il se sert des étoiles comme point d'amer pour faire le calcul de décalage, et là vous avez ici les translations. Alors la première image sert de référence, toujours. Donc elle n'est pas translatée, elle n'est pas déplacée, et donc la seconde image a un déplacement de 47,4 pixels et de moins 94,5 pixels par rapport à la première image ici au-dessus. Au niveau échelle 1,1, il n'y a pas de changement d'échelle. Bon ça serait grave hein, s'il y avait un changement d'échelle. Ça veut dire que bon vos images ont été faites avec le même instrument. Et ici vous avez les rotations. Alors ici vous avez 1 degré, 0,5 degré. Donc là par contre vous voyez que la rotation n'est pas nulle, elle n'est pas égale à 0. Pourquoi? Parce que simplement, comme je vous ai dit, l'instrument n'a pas été mis en station parfaitement. Et vous avez entre chaque pause, l'effet d'erreur de la mise en station, c'est une rotation de champ très faible. Mais qui est quand même perceptible et mesurable dans les images. Alors là il fait ses calculs, donc on en est à la 6e. Bon, ce que vous pouvez faire, alors je vous montre ici dans un petit coin, alors j'ai minimisé ça, vous avez ici une petite fenêtre où vous pouvez annuler l'opération. Par exemple, si vous appuyez sur ce bouton, eh bien l'opération s'arrête. Voilà, donc si par exemple vous verriez que des zéros ici, dans le coefficient de dark, ou quelque chose d'anormal ailleurs. Alors là c'est pas le cas, tout se passe bien, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va pouvoir aller prendre un café et revenir surveiller d'un œil et puis revenir plus tard. Donc je mets en pause et je reviens. Voilà le traitement qui est terminé. Donc ici nous avons l'image résultante qui arrive dans ce répertoire. Et ici les 206 images qui ont été additionnées, et cela a pris un certain temps, on va dire. Ici vous avez le résumé des opérations, donc des 206 images qui ont été additionnées, avec ici les déplacements, les rotations. Donc comme vous pouvez le voir ici, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de message d'erreur, ni de problème. Donc nous pourrons inspecter l'image résultante. Alors c'est ce que nous allons faire en cliquant 2 fois là-dessus. Ou alors, ce que l'on peut faire aussi, c'est aller la chercher dans le répertoire résultats. Alors je rappelle que les images à traiter étaient dans le répertoire du dessus. Les voici. Et ici, le logiciel a créé 2 répertoires. Un répertoire pré-process qui contient les images individuelles pré-traitées. Donc on retrouve ici les 206 images pré-traitées. Donc là, elles sont au format CPA ou au format FITS, selon les options de format d'image par défaut dans le logiciel. Et ici, si on va dans le répertoire résultat, nous avons ici le résultat qui se trouve
dans le répertoire. Alors nous allons cliquer sur le fichier et le faire charger. Alors en cliquant sur le lien, j'ai chargé l'image, la voici. Donc on va pouvoir l'inspecter de plus près. Alors ce que vous voyez ici, ce sont des reflets, hein, une étoile brillante et à taper sur quelque chose de brillant et envoyer là aussi de l'autre côté. Donc bon, ce qu'on va faire, on va regarder de plus près au centre. Alors ce que l'on voit, on voit effectivement que le pré-traitement s'est bien passé puisque les étoiles sont toutes au même endroit. Il n'y a pas de duplication d'images. Prenant le changement de visualisation des images, ici avec l'icône contraste luminosité de l'image, on trouve ici les réglages nécessaires pour améliorer l'image. Alors évidemment, l'image finale est une image couleur maintenant. Juste j'en profite pour signaler cette espèce de petit trait ici, c'est un astéroïde qui est passé, un astéroïde brillant qui a laissé sa trace pendant les 1h40 de pause. Ce que l'on peut faire ici, c'est passer en mode tout canot, et ici on peut effectivement arranger visualisation de l'image. Voilà, comme ça, ce que vous pouvez remarquer, c'est que le centre des galaxies relativement brillant est très brillant mais pas cramé. En fait, si vous étirez la barre des seuils jusqu'au maximum, vous verrez que le signal est toujours là, hein, c'est pas saturé. Alors il peut y avoir le noyau ici qui est saturé, peut-être les noyaux des galaxies ici qui est saturé. Alors ce qu'on va faire, on va arranger la visualisation de cette image. On va pas la laisser comme ceci. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais découper ici une partie de l'image, la partie intéressante. Alors pour découper une image, rien de plus simple. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, vous faites comme vous voulez, c'est juste pour pas avoir à faire à ces reflets ici. Donc ici vous avez l'outil de découpe. Donc je clique en haut et ici vous attrapez, vous cliquez là, vous cliquez ici. Et voilà, l'image est ici amenée au découpage que l'on vient de faire. Alors autre chose aussi, vous voyez qu'il n'y a pas de pixels chauds qui restent. Les pixels chauds résiduels apparaîtraient comme tout rouge, tout bleu, tout vert. Ici on voit que le fond d'image est relativement propre. Alors ce qu'on peut même voir ici, c'est on voit même l'extension, le jet de cette galaxie ici en haut de l'image, ici cette espèce de chose là est un jet qui appartient à cette galaxie. Alors n'oubliez pas que c'est 200 pauses de 30 secondes, donc ça fait 1h40 de pause, équivalent. Alors pour finir, on va faire une petite transformation qui va améliorer un peu le rendu de l'image et faire apparaître désaturer le centre de ces galaxies et avoir à la fois visible le centre et les bras. Alors ce que je tiens à dire quand même ici, alors on va fermer ces fenêtres maintenant, celle-ci, voilà. Ce que je tiens à dire concernant Prism, Prism n'est pas Photoshop. Que ce soit clair pour vous tous, Prism n'est pas le logiciel Photoshop et ne permet pas, par exemple, d'avoir des masques, de faire des transformations locales sur certains endroits de l'image. Alors par exemple, certains logiciels feraient une transformation locale sur l'image et par exemple autour de cette galaxie. Prism n'est pas Photoshop. Donc si le rendu de l'image ne vous satisfait pas trop et puis vous vouliez le travailler ultérieurement, avec d'autres logiciels, c'est tout à fait possible. Vous avez ici des fonctions dans Fichier, vous faites Fichier, vous pouvez exporter. Vous pouvez exporter l'image en TIFF 16 bits par exemple. Le TIFF 16 bits sera reconnu par Photoshop et vous permettra de pas trop perdre de l'information. Vous pouvez aussi le sauver en FitScooler et des logiciels peuvent tout à fait les lire. Donc Prism supporte aussi le FitScooler. Donc si vous faites fichier enregistrer sous, par exemple ici, et puis là vous changez alors le répertoire de destination. Dans résultat, ici vous changez le format FITS par exemple. Par exemple, je l'appelle Trio Galaxy 2 et je sauve. Là vous avez un format d'image FITS avec 3 couches.
Alors quand même, Prism peut arranger la visualisation de cette image. Ce que l'on peut faire, on peut faire un log. Ce qu'on appelle un log, c'est de rendre l'image, rendre le fond de ciel visible en même temps que le centre des galaxies. Alors si vous cliquez ici sur cette icône là, les calculs se font et cette fenêtre apparaît. Alors cette fenêtre apparaît, elle vous montre à gauche l'image avant traitement. Alors on peut comme ça balader et se mettre sur la galaxie. Et ici vous avez l'image après traitement. Alors pour mieux voir, ce qu'on peut faire, c'est agrandir cette fenêtre. Et en agrandissant cette fenêtre, j'allais agrandir la zone que l'on visualise. Alors ici, ce que l'on peut faire, vous avez une visualisation qui est automatique, on peut la décocher. Et ici, tout à fait, remettre une visualisation manuelle. Ok, là, par exemple, ici. Alors, la transformation avant, après, on peut régler la force de la transformation. Donc, on a le curseur au milieu. Si je mets le curseur plus à gauche, la transformation sera moins importante. Alors, quelle est cette transformation? Comme je vous ai dit, elle tend à montrer, sur la même image, aussi bien le fond de ciel, ou les faibles extensions de la galaxie, et le centre. C'est le but de cette opération, par exemple. Alors, nous allons l'exécuter. Donc, nous pouvons comme ça régler les curseurs ici et voir. Alors, si je dépasse 1, par exemple, qu'est-ce que ça fait? Si je passe de l'autre côté, vous voyez, si je mets plus fort, bon, pourquoi pas ici, vous pourrez afficher comme ça. Ou alors, si je vais vraiment beaucoup plus à gauche, qu'est-ce qui se passe? Ce que je vois, c'est qu'il y a une espèce d'effet de seuil. Vous voyez, on n'a plus le fond de ciel là. Vous voyez, le fond de ciel a disparu, donc c'est pas une bonne idée. Faut pas aller trop loin. Donc on va rester dans les 1 à peu près au milieu. Voilà, 1,04. Ici, on va changer l'affichage pour voir ce que ça donne. Voilà. Alors admettons, je suis content. Alors on va mettre un poil moins. 1,01, 0,99. Admettons, je suis content de ce résultat. Je clique OK. Et là, l'opération est exécutée sur l'image. Alors là, je rechange aussi la visualisation. Parce que c'est brut. Et là, ici, alors c'est beaucoup mieux pour les galaxies. Les galaxies sont beaucoup plus, on va dire, on voit à la fois le centre et les bras, mais le fond de ciel est pas très uniforme ici. On voit ici que c'est plus lumineux en bas à gauche qu'en haut à droite. Donc là aussi, nous avons une fonction qui va vous permettre de mettre l'image à plat. Alors pour appliquer cette remise du fond du ciel à plat, il vaut mieux le faire juste après le traitement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière. Voilà, donc là vous pouvez, avec ces deux boutons en haut, vous pouvez venir avant, arrière, voir avant et après ce que ça fait. Donc on va revenir en arrière et on va effectuer cette opération de remise à plat du ciel avant d'appliquer le log ici. C'est beaucoup mieux de faire comme ça. D'ailleurs, on peut voir qu'effectivement le fond de ciel, si vraiment on serre très fort les seuils, ce que vous pouvez voir effectivement on a une partie du reflet ici, et puis ici vous voyez en haut le fond de ciel est plus sombre que ici en bas à droite. Alors à quoi c'est dû? C'est dû à un flat fill qui est pas parfait. Les flat fills sont jamais parfaits de toute façon. Il faut toujours faire des opérations pour assez compliquées pour en avoir des très jolis. Bon, ça de toute façon, il y a toujours des problèmes de résidus, ce qu'on appelle les résidus de flat fill. Et cette fonction là que je vais vous montrer va vous permettre d'éliminer. Alors pour ce faire, cette fonction se trouve dans traitement, vous faites gradient de fond de ciel et vous faites enlever gradient de fond de ciel. Voilà, donc là il y a une fenêtre qui apparaît, le nombre de pointages est automatique, le degré du polynôme, je vous conseille 3 par exemple. Alors tout dépend de la complexité du fond de ciel enlevé, mais typiquement plus le fond de ciel est complexe et tordu, plus il faut augmenter le degré. Donc on peut mettre 3 ou 4. Bon, on va essayer avec 3. Donc on exécute l'opération. Et voilà, vous avez ici le fond de ciel. Bon, qui est effectivement peut-être pas très joli, mais au moins le gros avantage c'est qu'il est tout plat. Vous voyez, c'est que effectivement il n'y a plus de gradient entre la gauche et la droite. Donc là il est vraiment le plus plat possible. Alors ce qu'on peut faire c'est sauver l'image d'abord. Là on va la sauver sous le même nom.
en CPA, ça peut toujours servir. Alors c'est toujours intéressant de sauver des étapes intermédiaires. Alors, ensuite vous allez de nouveau ici, là, cette fonction qui va vous permettre de, alors je tombe sur une galaxie, je fais apparaître, là voilà, on voit la Lune par exemple, la Lune, je peux resserrer ça, on va faire un peu mieux. Ici je peux régler, toujours pareil, il faut que je décoche cette case pour que ça marche, et ici, voilà, je peux régler la façon de la voir. Voilà, je mets un petit poil moins, voilà, pour un peu de fond de ciel. Ici, je descends en dessous de 1, 0,9, voilà, par exemple par là, et je fais OK. Voilà, et ici, je retouche ma visualisation avec cet outil. Voilà. Donc là, je retrouve un fond de ciel noir qui est, on va dire, homogène, c'est-à-dire dans toute l'image, que ce soit à gauche ou à droite, en haut ou en bas, le fond de ciel est plat. Voilà. Alors, évidemment, bon, ce que vous voyez ici, ce n'est pas l'image du siècle, mais quand même, on voit très bien ce que peut faire un APN, un simple APN qui n'est pas reproduit. En additionnant des images, on peut avoir une image qui est de qualité tout à fait convenable et qui est tout à fait présentable. Et j'ai fait exprès justement de ne pas prendre une image qui est faite avec un très gros télescope. Hein. Là, c'est une lunette de 100 mm ouvert à 5. Et vous voyez ici un résultat tout à fait convenable. Je vous remercie beaucoup pour avoir suivi ce tutoriel et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube de façon à ce que à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, vous en soyez avertis. Merci à vous tous et à la prochaine.